Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir avant qu'il ne rompe. Le café était bondé, un jazz doux jouait dans les haut-parleurs, l'odeur de l'espresso et des desserts coûteux flottait dans l'air. J'avais à peine fait 2 pas vers la table quand Jason a levé les yeux de son cappuccino intact et a dit « Il faut qu'on parle ». Mon estomac s'est noué. Je me souviens du son de sa voix, plat, presque répété. Je me suis assise quand même, mes paumes déjà moites. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en forçant un sourire. « C'est à propos du traiteur ?» Il n'a pas répondu à cela. Au lieu de ça, il a sorti de la poche de son manteau une petite boîte en velours et l'a posée sur la table. Non pas pour me la donner, mais pour reprendre quelque chose. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie, a-t-il dit. Juste comme ça. 7 mots qui m'ont transpercé plus vivement que n'importe quel scalpel que j'avais jamais tenu. Quoi, ai-je murmuré. Il s'est adossé à sa chaise comme si le poids de l'honnêteté l'avait enfin libéré. Ce n'est pas toi. C'est juste que nous allons dans des directions différentes. J'ai noué des liens importants. Megan Langley et moi sommes sur la même longueur d'onde, d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Megan Langley, fille de Gregory Langley, le capital risqueur qui possédait pratiquement la moitié des startups technologiques de la côte ouest. Mon cœur a commencé à s'emballer. Tu me quittes pour elle ? Ce n'est pas comme ça, a-t-il dit, bien que ce fût clairement le cas. C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un de plus simple. Il n'a même pas bronché quand je l'ai regardée, stupéfaite et silencieuse, essayant de comprendre comment l'homme que j'étais censée épouser dans 16 jours pouvait m'effacer si proprement. Puis, comme s'il ne m'avait pas assez éviscérée, il a ajouté, aussi, la bague. C'est un héritage de famille. Ma grand-mère serait dévastée si elle quittait la famille. Je l'ai retirée. Mes mains tremblaient, mais je l'ai fait. Je l'ai posée doucement sur la table entre nous et j'ai dit, merci pour ton honnêteté. Puis je me suis levée et je suis partie, passant devant les portes en verre, devant le couple qui partageait des desserts, devant les yeux curieux qui essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'est que lorsque j'ai tourné au coin de la rue Elm que les larmes sont finalement venues. Je ne suis pas retournée à l'appartement que nous partagions. Je ne voulais pas voir les cartons à moitié faits ou la robe suspendue dans le placard. Je ne pouvais pas affronter le silence. Mais quand je suis arrivée, c'était déjà fait. Mes affaires étaient dans des valises étiquetées près de la porte. Vêtements, livres, articles de toilette, tout soigneusement triés, comme si j'étais renvoyée à l'expéditeur. Pas par Jason. Il n'aurait pas été si prévenant. Ça devait être sa mère. Je me suis assise par terre à côté de ses sacs, je ne sais pas combien de temps. Mon ancien bail de studio avait pris fin. Je l'avais cédé à une étudiante en soins infirmiers il y a quelques semaines. Chaque centime que j'avais économisé était parti dans le mariage. J'avais moins de $100 sur mon compte et une semaine entière avant la paix. C'est là que j'ai fait la chose que je n'avais pas faite depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma mère d'accueil. Margaret Temple a répondu à la 3e sonnerie, sa voix chaude et stable comme toujours. Émilie, ma chérie, où étais-tu ? J'allais t'appeler pour ces chaussures qu'on a regardées la semaine dernière. Je ne pouvais même pas parler. J'ai étouffé un sanglot à la place. C'est tout ce qu'il a fallu. 1 heure plus tard, j'étais blottie sur son canapé en plaid délavé, tenant une tasse de thé à la menthe pendant qu'elle me caressait les cheveux comme elle le faisait quand j'avais 13 ans et que j'étais brisée par un autre placement qui avait mal tourné. Margaret n'a pas posé de questions. Elle a juste posé une épaisse couverture en tricot sur mes jambes et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » Tu m'entends ? J'ai de la place et tu n'as rien à prouver. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée sur le vieux canapé-lit de son salon, à fixer le plafond, rejouant chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme, la façon dont il n'a même pas hésité. M'avait-il jamais vraiment aimé, ou étais-je juste une remplaçante jusqu'à ce que quelqu'un avec un nom de famille comme Langley apparaisse ? Au lever du soleil, la douleur s'était transformée en quelque chose de plus lourd, quelque chose comme de la honte. J'étais censée entrer dans une nouvelle vie, un nouveau chapitre, une famille à moi. Au lieu de ça, j'étais de retour à la case départ. 28 ans, le cœur brisé, sans abri, humilié. À midi,
J'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis retournée à l'hôpital comme si de rien n'était. Les infirmières souriaient. Certaines demandaient des nouvelles des préparatifs du mariage. Je leur ai souri en retour, j'ai hoché la tête, j'ai menti, parce que dire la vérité me semblait comme me déchirer à nouveau. Mais en enfilant ma blouse et en vérifiant mes affectations de patient, je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas rester ici pour toujours. Pas dans cette ville. Pas avec ses souvenirs. Pas pendant que Jason Miller et Meghan Langley trinquaient au champagne pour leur avenir brillant et aligné juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Pas quand je n'avais nulle part où aller et plus rien à perdre. 3 jours passèrent, 3 jours lents et douloureux où je faisais mes tâches à l'hôpital tout en essayant d'empêcher mes entrailles de se défaire. Je souriais quand les gens posaient des questions sur le mariage. Je disais qu'il avait été reporté. Je disais que Jason avait un voyage d'affaires imprévu. Je disais que j'allais bien. J'en disais trop. Mais le 3e jour, alors que je vérifiais une perfusion dans la chambre 8, Rachel, notre infirmière en chef directe et pragmatique, a passé la tête et a dit « Tu cherches toujours un miracle pour t'échapper de cet endroit ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle m'a fait signe de sortir dans le couloir et a baissé la voix. « Tu te souviens de Lily de la neuro ? Elle a pris un poste de soins à domicile il y a un mois, logée, bien payée, mais elle a démissionné la semaine dernière. Elle ne supportait pas le type. Quel type ? Rachel a haussé un sourcil. Un magnate de la tech, riche, paralysé. Il vit à Cypress Hill dans une de ces maisons qui défient l'entendement. Apparemment, c'est un cauchemar. Ça a l'air génial. Il paie le triple de ce qu'on gagne ici. Suite privée. Repas inclus. Pas de colocataire. Pas de garde de nuit. Juste un patient. J'ai hésité. Je ne suis pas une aide-soignante. Tu es une infirmière avec 5 ans d'expérience, a-t-elle rétorqué. Tu es plus qualifiée que la moitié des gens qu'ils ont eus. Et crois-moi, ce type les fait fuir en moins de 2 semaines. Tu es têtu. Ça pourrait en fait jouer en ta faveur. J'ai failli rire. Je n'étais pas sûre de quelle partie de moi comptait encore comme têtu. Tout en moi semblait fissuré, mais quelque chose dans sa voix, le mot « échappé ». Il a résonné fort. « Tu as un contact ?» ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle m'a tendu une petite carte avec un nom écrit d'une écriture élégante et précise. Margaret Temple, gestionnaire de domaine, et en dessous, un numéro. Il m'a fallu jusqu'à minuit pour appeler. Je me tenais dans l'arrière-cour de la maison de Margaret, dans mon manteau, respirant l'air froid du Montana, le téléphone tremblant dans ma main. Margaret Temple a répondu à la 2e sonnerie. Oui. C'est Emily Carter. On m'a dit qu'il y avait un poste d'infirmière à domicile. Une pause. Puis, êtes-vous disponible pour un entretien demain matin à 9h ? J'ai cligné des yeux. Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et vos références. L'adresse vous sera envoyée par texto sous peu. Ne soyez pas en retard. La ligne a été coupée. À 4h30 du matin, j'ai pris le premier vol d'Elena à San Francisco, puis une navette régionale qui a grimpé les collines de Cypress jusqu'à quitter le monde réel. Tout semblait être un rêve que je n'avais pas mérité. Et puis j'ai vu la maison. Elle ressemblait à une forteresse moderne, verre, acier et arêtes vives tissées dans la falaise, comme si quelqu'un avait sculpté un manoir dans la lumière du soleil et la pierre. Un long portail noir s'est ouvert à l'approche de mon taxi, et pendant une seconde, j'ai voulu dire au chauffeur de faire demi-tour. Trop tard. Margaret Temple m'a accueilli à la porte d'entrée. Une femme d'une 60aine d'années, mince comme un fil, les cheveux tirés en un chignon serré, un tailleur bleu foncé sans un pli. Elle m'a regardé de haut en bas avec la précision de quelqu'un qui a travaillé soit dans l'armée, soit à l'hôpital. « Vous êtes en avance ?» a-t-elle dit. Je ne voulais pas être en retard. « Bien. Suivez-moi. » L'entretien a été rapide. Elle a jeté un coup d'œil à mon CV, a posé 4 questions, n'a pas souri une seule fois, et a finalement dit « Le poste est à vous, mademoiselle Carter. » Les conditions sont simples. Disponibilité 24 heures sur 24. 2 jours de congé par mois.
Pas de visiteurs. Les connaissances médicales sont cruciales. La discrétion est non négociable. Votre patient est un homme compliqué. Vous vivrez au 2e étage, à côté de sa suite. Les repas et le logement sont inclus. Salaire de 12 000 $ par mois plus une prime de performance en fonction de l'évolution de son état. J'ai essayé de ne pas réagir. Je me souviens encore m'être agrippé aux accoudoirs de la chaise pour ne pas éclater de rire. C'était plus du triple de ce que je gagnais à l'hôpital. Je n'avais pas de plan. Je n'avais rien d'autre qu'un sac de sport trop rempli et un cœur saignant, mais j'ai dit oui. Je l'ai dit sans hésiter. Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Voici votre contrat. Examinez-le avant demain. Votre patient est Monsieur Ryan Hay. Le nom ne signifiait rien pour moi alors. Il allait bientôt tout signifier. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte, dossier en main, le cœur battant. Le couloir était silencieux, assourdi par le genre de tapis qui avale les pas. Tout dans cette maison était poli et froid. Sol en pierre, lignes épurées, silence coûteux. Margaret se tenait à côté de moi, un presse-papier contre sa poitrine. « Vous êtes sûr de vouloir ça ?» demanda-t-elle sans me regarder. J'ai signé le contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dégluti. Oui. Elle a frappé 2 fois, puis a ouvert la porte sans attendre de réponse. La pièce était grande, trop grande. Plafond voûté, mur de verre donnant sur une étendue de séquoia, la lumière du soleil se répandant sur un parquet clair. On n'aurait dit moins une chambre qu'une salle du trône construite pour un fantôme. Il était près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant noir et élégant. Le dos tourné vers nous. « Monsieur Hay », dit Margaret d'une voix sèche. « Votre nouvelle infirmière est arrivée, Emily Carter. » Il ne s'est pas tourné tout de suite, il est juste resté là, les doigts tapotant lentement l'accoudoir. Puis finalement, il a pivoté, et mon souffle s'est coupé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un homme plus âgé, peut-être quelqu'un de fragile, mais Ryan Hay était jeune, peut-être dans la mi-trentaine, grand même assis, cheveux courts et sombres, mâchoire carrée, des yeux comme du verre taillé. Et pourtant, il y avait quelque chose d'épuisé en lui. Sa peau était pâle, sa carrure mince, mais son expression était ce qui m'a prévenu. Il m'a regardé comme si je le décevais déjà. Alors, dit-il, la voix basse et mordante. Ils m'en ont envoyé une autre. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il m'a coupé. Quel est le pari cette fois, Margaret ? 1 semaine, 10 jours ? Margaret n'a pas répondu. Elle a seulement dit, je vous laisse faire connaissance. Et elle est partie, refermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré. Je ne suis pas ici pour parier, ai-je dit finalement. Juste pour faire mon travail. Il a roulé son fauteuil quelques mètres plus près, m'examinant comme si j'étais une œuvre d'art qu'il n'appréciait pas particulièrement. Et quel travail pensez-vous que ce soit ? Médicaments, thérapie physique, surveillance des signes vitaux, soutien à la rééducation. Il a reniflé. Vous avez oublié la partie où vous hochez la tête avec sympathie pendant que j'échoue à marcher à nouveau. C'est généralement la partie préférée de tout le monde. Je n'ai pas bronché. Je ne suis pas ici pour vous plaindre. Il a légèrement incliné la tête. Oh, ça c'est nouveau. La plupart d'entre elles craquent au 3e jour. Peut-être que je vous surprendrai. Peut-être, a-t-il dit, bien que le sourire en coin qui s'est dessiné sur ses lèvres ait clairement indiqué qu'il n'en croyait pas un mot. Nous avons passé la journée dans un silence rigide. J'ai administré les médicaments, examiné son plan de thérapie physique, pris des notes. Ryan n'arrêtait pas de faire des commentaires acerbes, me testant, me poussant, mais je n'ai pas mordu. J'avais travaillé avec des vétérans qui avaient perdu des membres, des adolescents qui hurlaient à chaque injection, des mères qui pleuraient sous l'effet de la morphine. Ryan Hay n'allait pas me faire peur. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre pour la nuit, il a dit soudainement, « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » J'ai levé les yeux du tiroir. Non. Vous n'avez pas posé de questions sur l'accident. J'ai pensé que vous me le diriez si vous le vouliez. Une autre pause. Une autre surprise. C'était un voyage de ski, a-t-il dit finalement.
En solo. J'ai perdu le contrôle sur une crête. Je me suis réveillé dans un hélicoptère. Je ne me suis plus tenu debout sans aide depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a regardé longuement. Pourquoi avez-vous pris ce poste? J'en avais besoin. Pas l'argent. Pourquoi ce poste? J'ai croisé son regard. Parce qu'on m'a menti. Parce que je sais ce que c'est d'être jeté. Son expression a changé juste une seconde, comme une fissure dans un mur qui ne devrait pas être là. Puis il s'est retourné vers la fenêtre. Ne vous attachez pas, a-t-il dit. Je ne fais pas dans la gratitude et je ne fais pas dans l'amitié. Bien, ai-je répondu. Je ne fais pas dans les illusions. Il n'a rien dit après ça, mais il ne m'a pas renvoyé non plus. C'est arrivé la 5e nuit. Je n'étais pas censé être réveillé, mais le vent dehors hurlait depuis minuit, secouant les fenêtres comme si un fantôme agité ne pouvait pas décider s'il devait entrer ou rester dehors. Je me suis levé pour fermer les stores et j'ai repéré la lumière encore allumée dans la salle de sport de l'aile ouest, une zone où Ryan permettait rarement à quiconque d'entrer seul. Au début, j'ai ignoré. Je me suis dit qu'il s'était probablement endormi en regardant la télévision là-dedans. Mais quelque chose m'a interpellé, quelque chose de calme et d'instinctif. J'ai enfilé mon pull, j'ai descendu le couloir silencieux et j'ai poussé la porte de la salle de sport juste assez pour jeter un coup d'œil. Et ce que j'ai vu a tout arrêté. Ryan y était debout, pas complètement, pas sans aide. Il s'agrippait à une paire de barres parallèles, ses bras tendus par l'effort, la sueur coulant sur sa tempe, ses jambes tremblaient sous lui, chaque muscle tendu. Mais il le faisait lentement, avec détermination, pas après pas, douloureusement. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'a pas remarqué au début. Il était trop concentré. Mais le léger craquement de la porte m'a trahi. Il s'est tourné, m'a vu, et son expression est passée instantanément de l'effort à la rage. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» a-t-il aboyé. J'ai entendu quelque chose. Je pensais. Sortez, Ryan. Maintenant. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Pas parce que j'étais paralysée, mais parce que quelque chose dans ma poitrine avait déjà changé. Il n'était pas sans espoir. Il n'était pas fini. Il cachait ses progrès. Pourquoi? Pourquoi gardez-vous cela secret? Ai-je demandé doucement. Ses mains se sont crispées plus fort sur les barres, les jointures blanches. Parce qu'à la minute où les gens voient des progrès, ils attendent des miracles. Ce n'est pas comme ça que la guérison fonctionne. Il a ri amèrement. Non, mais c'est comme ça que la déception fonctionne. J'ai déjà vu des gens s'éloigner une fois qu'ils ont réalisé que je n'allais pas me lever magiquement de ce fauteuil et être à nouveau celui que j'étais. Je ne le referai pas, alors au lieu de ça, vous prétendez qu'il ne reste plus rien. Que vous avez abandonné. Sa mâchoire s'est crispée. Vous ne comprenez pas, je me suis approché prudemment, comme on approche un animal blessé. Peut-être que si. Ses yeux se sont fixés sur les miens, furieux, incertains. Je ne le dirai à personne, ai-je dit. Mais si vous me laissez vous aider, vraiment vous aider, nous pouvons travailler vers quelque chose de mieux. Vous n'avez pas à faire ça seul. Pourquoi, a-t-il exigé. Pourquoi vous en souciez-vous? Parce que je sais ce que c'est d'avoir son avenir arraché et de devoir sourire à travers les débris. Il m'a regardé, respirant fort, la sueur luisant sur sa peau. Je pensais qu'il allait crier à nouveau, m'ordonner de sortir, menacer de me renvoyer. Au lieu de ça, il s'est abaissé lentement dans le fauteuil, silencieux, épuisé. Finalement, il a marmonné, d'accord. Mon cœur a bondi. On garde ça entre nous, a-t-il ajouté. Personne ne doit savoir. Je comprends. Et vous suivez mes ordres. Je dis stop, on arrête. Je dis allez-y, vous m'aidez. C'est tout. D'accord. Il m'a étudié, les yeux toujours vifs, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de non dit. Vous n'êtes pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. Nous avons commencé les séances le lendemain matin, tôt, en silence, avant que Margaret ne s'agite, avant que la lumière du soleil ne réchauffe complètement les carreaux de la cuisine.
Chaque pas qu'il faisait était une agonie, contrôlée, mesurée, comme combattre la gravité avec rien d'autre que de la rancune et de la mémoire musculaire. Mais il le faisait, et j'étais là. Pas pour applaudir, pas pour pleurer, juste pour soutenir. Une main étudiant le monde. Il ne voulait pas tomber dedans. Cela a commencé par une voix. J'organisais l'armoire à médicaments dans ma chambre quand je l'ai entendue. Profonde, confiante, trop suave. Masculine, pas celle de Ryan, pas celle d'un membre du personnel de la maison. Curieuse, je me suis déplacée silencieusement vers le couloir principal et j'ai suivi le son jusqu'au salon ouest. Là, allongé sur le canapé en cuir, se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, une montre chère brillant au soleil du matin, tenant un verre de quelque chose qui n'était pas du jus. Ryan, tu as une mine affreuse. L'homme a ri. Ryan, en face de lui, a offert un sourire crispé. Content de te voir aussi, Eric. Ce fut mon introduction à Eric Thorne, le partenaire commercial de longue date de Ryan. L'homme qui, selon Margaret, avait pris la relève pour gérer à Nexus Technology après l'accident de Ryan. Quelque chose chez lui me donnait la chair de poule. C'était peut-être la façon dont il regardait Ryan, comme s'il mesurait encore sa valeur. Ou peut-être la façon dont ses yeux se sont posés sur moi quand je suis entré avec le plateau de thé. Lent, évaluateur, invasif. C'est la nouvelle ? A-t-il demandé. Emily Carter, ai-je dit d'une voix égale, en posant le plateau. Elle est meilleure que les 3 dernières, a plaisanté Eric en sirotant sa boisson. Elle n'est pas là pour te divertir, a répondu froidement Ryan. C'est mon infirmière. La conversation s'est tournée vers les affaires. Fusion, tension avec les investisseurs, contrats gouvernementaux. J'ai essayé de rester invisible, mais un mot m'a figé sur place. L'anglais. Eric s'est penché, baissant la voix. Laura dit que son père est prêt à débloquer les fonds. On a juste besoin que le paquet de contrôle soit transféré à la société écran. L'anglais capital l'absorbera. Il a des contacts au conseil de la tech. Entrée facile. Ryan n'a pas répondu. Il regardait par la fenêtre, les jointures serrées sur la coudoir. J'ai déjà préparé les documents, a continué Eric. On a juste besoin de ta signature plus tard. Ryan a dit, je les examinerai. Tu dis ça depuis des semaines. Si on attend plus longtemps, l'opportunité se referme. Ryan n'a pas répondu. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Je me suis éclipsé de la pièce avant que l'un d'eux ne remarque que j'étais encore là. L'anglais. Laura l'anglais. Ce nom me hantait encore. Et puis, j'ai compris. L'anglais capital. Laura. La pression d'Eric pour la signature de Ryan. L'entreprise. Ils essayaient de la prendre, d'en prendre le contrôle pendant que Ryan se remettait encore. Et si Laura était impliquée, Megan l'anglais ne pouvait pas être loin. Ma poitrine s'est serrée alors que je retournais dans ma chambre et fermais la porte. Était-ce lié à ce qui m'était arrivé ? N'étais-je qu'une spectatrice prise dans le feu croisé de quelque chose de plus grand ? Ou m'avait-il choisi pour ça, pour être la fille que personne ne soupçonnerait ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu le garder pour moi. Alors que j'aidais Ryan avec ses exercices d'étirement, j'ai rompu le silence. Il y a quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui à propos de votre entreprise. Il ne m'a pas regardé. Continuez. Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Nom, phrase, ton. J'ai même mentionné Megan l'anglais. À cela, il a fait une pause. Vous la connaissez. Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Il a cligné lentement des yeux. Jason Miller. J'ai hoché la tête. Vous le connaissez ? Non, mais j'ai entendu le nom par Eric. Il s'est éloigné du mur et m'a regardé. Suggérez-vous que mon partenaire commercial et votre ex sont quoi, complices ? Je suggère que c'est trop une coïncidence. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis finalement, je vais examiner les documents. C'était tout. J'ai essayé de ne pas me sentir anéanti. J'avais espéré plus, peut-être de la conviction, peut-être de l'action. Mais au lieu de ça, Ryan est retourné au silence comme si tout ce que j'avais dit était allé droit dans le vide.
Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre comme une bête en cage. Avais-je tort? Imaginais-je des ombres? Ou pire, avais-je raison et personne ne me croirait? Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert, Ryan était assis dans son fauteuil roulant, un dossier sur ses genoux. Vous aviez raison. Il a dit, l'Anglais Capital n'investit pas seulement. Les documents transfèrent les droits de décision et de propriété à une société holding qu'Eric a créée il y a 2 mois, cachée sous des couches. Mon souffle s'est coupé. Je veux que vous m'aidiez à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. Vous êtes sûr, ai-je demandé. Après tout. Ryan a hoché la tête. S'ils pensent que je suis trop faible pour me battre, alors ils ont oublié qui j'étais avant de me briser. Le plan a pris des jours à finaliser. Chaque nuit, après que le personnel se soit tué et que les fenêtres se soient assombries, Ryan et moi nous asseyions l'un en face de l'autre à la longue table en chêne du bureau, épluchant des documents et des notes de stratégie. Ses mains tremblaient parfois d'épuisement, mais sa voix restait stable. Il construisait une salle de guerre pièce par pièce et j'étais sa seule alliée à l'intérieur des murs. Il avait déjà contacté son avocat. Il rassemblait des registres, des emails, des contrats, des pistes bancaires. Ryan ne m'avait rien caché, pas même ses doutes. Je faisais plus confiance à Eric qu'à n'importe qui, a-t-il dit une nuit. Il était là le jour où j'ai présenté ma première application. Je l'ai laissé parler en mon nom quand je ne pouvais pas marcher. Et pendant tout ce temps? Vous aviez raison de suivre votre instinct, lui ai-je dit. J'ai tardé à le faire, a-t-il répondu. Mais je ne serai plus en retard. Une semaine plus tard, une réunion spéciale du conseil d'administration a été convoquée. Personne ne se doutait de rien. Ryan a laissé Eric penser que la signature arrivait. Il l'a même remercié dans un email pour avoir si bien géré les choses. Le même après-midi, il a mis un costume. C'était la première fois que je le voyais dans un costume entièrement sur mesure, bleu nuit, impeccable, beau d'une manière qui a fait ralentir mon cœur. Son corps était encore faible, mais quelque chose dans sa façon de bouger, fier, droit, a fait changer l'air de la pièce. Il s'est entraîné à marcher jusqu'à la table de conférence avec une canne. Juste 10 pas, puis 15, puis 20. Je veux qu'ils le voient, a-t-il dit, de leurs propres yeux. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés 15 minutes en avance. Le bâtiment n'était que vert, chrome et trop de silence. Les têtes se sont tournées à notre entrée. Ryan marchant à côté de moi, la mâchoire serrée, les pas mesurés mais fermes. Le choc a parcouru les couloirs comme un courant électrique. Dans la salle de conférence, Eric était assis en bout de table. Laura était là aussi, dans un tailleur gris colombe, les jambes croisées, les lèvres peintes comme pour la guerre. Et à côté d'elle, Jason. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, toujours beau, toujours suffisant, mais moins poli maintenant, comme quelque chose d'emprunté qui n'avait pas été tout à fait rendu. Quand Ryan est entré dans la pièce, canne à la main, le silence s'est brisé. Tu marches, a dit Eric. Pas parfaitement, a répondu Ryan, mais assez. Il ne s'est pas assis à l'autre bout. Il a marché directement jusqu'au bout de la table, a fait une pause et a regardé Eric droit dans les yeux. Cette réunion est maintenant sous mon autorité, a-t-il dit calmement. Et je commencerai par ceci. Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. La salle a regardé pendant qu'il exposait chaque piste falsifiée, chaque clause cachée, chaque preuve de la tentative d'Eric de transférer le contrôle de iNexus Technologies à une société écran privé appartenant à l'Anglais Capital. Laura n'a pas bronché. Jason s'est agité mal à l'aise. Le visage d'Eric s'est lentement vidé de sa couleur. Tu ne peux pas prouver l'intention, a marmonné Eric. Je n'ai pas à le faire, a répondu Ryan. Je n'ai qu'à prouver la violation du devoir fiduciaire, ce que je viens de faire. Le conseil s'est agité. Le conseiller juridique général s'est levé. Monsieur Hay, souhaitez-vous demander un vote de défiance immédiat? Oui, a dit Ryan, avec effet immédiat. Le chaos a éclaté. Laura s'est levée la première, ses talons claquant comme des coups de feu. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Ryan. Oh, si, a-t-il dit doucement.
À une femme qui se cache derrière le nom de son père et à un homme qui vend tout pour un raccourci. Elle a ricané. Et ton infirmière? Quoi? C'est ta cofondatrice maintenant? Ryan s'est tourné pour me regarder. C'est grâce à elle que je suis debout ici. Jason a détourné le regard. Le conseil a voté. C'était unanime. Eric a été démis de ses fonctions. Les contrats annulés. Le contrôle rétabli. Quand tout fut terminé et que la salle s'est vidée, Ryan et moi sommes restés seuls. Il s'appuyait sur sa canne, respirant fort, mais ses yeux brillaient. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Non, a-t-il dit. Nous l'avons fait. Et puis, juste pour une seconde, il a souri, un sourire large, plein et réel. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de croire jusqu'à ce moment. Il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers pas ce jour-là. Des semaines passèrent. Le manoir ne ressemblait plus à un mausolée. Les fenêtres étaient ouvertes plus souvent. La lumière se déversait dans les couloirs, et même le jardin, autrefois sec et envahi par la végétation, respirait à nouveau. Ryan avait encore des jours difficiles, boitait encore, devait encore se raidir contre la douleur. Mais l'amertume qui suivait chacun de ses pas avait commencé à se dissiper. La mienne aussi. Le mariage que je n'ai jamais eu, j'ai cessé de le pleurer. Le nom que j'ai failli prendre, je l'ai laissé partir. Lentement, j'ai commencé à me voir comme plus que quelqu'un qui avait été rejeté. J'ai recommencé à lire, à courir de courtes distances sur le sentier privé derrière la maison. À rire. Rire sans culpabilité. Ryan s'était fait un devoir de cuisiner une fois par semaine, même s'il brûlait le riz et maudissait la cuisinière comme si elle lui devait quelque chose. Je l'ai laissé faire. Je m'asseyais sur l'îlot de la cuisine, les jambes repliées, souriant de sa frustration. C'était notre rituel. Petit et non dit, mais le nôtre. Un soir, il m'a tendu un plat que je n'ai pas pu identifier et a dit, « Si ça te tue, je veux que ce soit consigné. » J'ai essayé. « Tu auras l'entreprise dans le testament », ai-je dit d'un ton impassible. Il a fait une pause. En fait, non. J'ai levé les yeux. Je l'ai transféré à une fiducie, a-t-il dit. Une qui t'inclut. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne te donne pas l'entreprise, a-t-il dit doucement. Mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de mieux avec toi que je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit d'autre. Et je veux que tu fasses partie de la suite. Je l'ai regardé. Ryan. Il a sorti de sa poche une petite boîte noire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Tu n'as pas à répondre aujourd'hui, ni même cette année. Je sais que j'apprends encore à être une personne à nouveau, et je sais que tu n'as pas signé pour ça. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, en or, avec un minuscule saphir au milieu. Mais j'aimerais demander quand même, a-t-il dit, la voix basse. Voudras-tu envisager de faire ce chemin avec moi? Pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce qu'avec toi, je me souviens de qui je suis. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable, un sentiment d'arrivée, comme si j'avais traversé la partie la plus sombre de la forêt et trouvé non pas un château, mais une clairière, un endroit calme pour respirer à nouveau. J'ai pris la bague, l'ai glissée à mon doigt. Je ne dis pas oui, ai-je murmuré en souriant. Mais je ne dis pas non. Il a ri. Ça te ressemble tout à fait. Nous n'avons pas précipité les choses. Il n'y a pas eu de grandes annonces, pas de gros titres, juste plus de matin, plus de progrès. Il a marché un demi-mile tout seul. Le mois suivant, j'ai obtenu ma certification pour ouvrir mon propre cabinet privé. Nous avons embauché plus de personnel. Je suis restée dans la maison, mais elle ne semblait plus être la sienne. Elle semblait être la nôtre. Quant à Jason, il a envoyé un texto une fois, 2 lignes, demandant si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin, car la vérité était que j'avais déjà obtenu tout ce que j'étais censé obtenir de ce chagrin d'amour. Une leçon, un détour et une porte d'entrée vers la vie que je n'avais même pas osé imaginer. Et Ryan, il a cessé d'utiliser le fauteuil roulant complètement à l'automne.
Pour son anniversaire, nous avons fait un court voyage sur la côte. Juste nous. Il a marché à côté de moi sur la plage au coucher du soleil, le sable collant à nos pieds, le vent assez froid pour piquer. À un moment donné, il a regardé l'océan et a dit, « Tu penses qu'on retournera un jour à ce que nous étions avant ?» J'ai secoué la tête. J'espère que non. Il s'est tourné vers moi et j'ai ajouté, « Parce que ce que nous sommes devenus est mieux. » Il n'a pas répondu. Il a juste pris ma main et ne l'a plus lâchée.